Si à Nantes, on était ensemble sur ce plateau hier, on déplorait la présence de migrants qui pouvaient être à l'origine d'agressions, là, ce sont les quartiers de deal qui s'expriment. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait imaginer, enfin même plus qu'imaginer que ces quartiers de deal étaient dans les banlieues ou en dehors des villes. Maintenant, en fait, ils arrivent à se regrouper dans les centres-villes. C'est C'est le cas à Grenoble. c'est la grande évolution du XXIe siècle au détriment des habitants des grandes métropoles. Ce qui se passe petit à petit, c'est qu'en fait, les territoires perdus de la République qu'on ciblait principalement en Seine-Saint-Denis, à Villeurbanne, près de Lyon, à Roubaix, près de Lille, etc., en fait, sont en train de toucher petit à petit les centres-villes. Et ces centres-villes deviennent maintenant petit à petit des territoires perdus de la République. Et la question qui se pose, c'est comment on fait pour reprendre ces territoires. Moi, je pense qu'il faut agir en 3 étapes. Reconquête, destruction et reconstruction. Reconquête, c'est-à-dire qu'il faut décréter l'état d'urgence au niveau local pour permettre aux forces de l'ordre, comme ils l'ont dénoncé dans votre reportage, de pouvoir les appréhender au-delà du droit commun. Si vous avez les règles du droit commun, est-ce que les policiers sont assez armés avec l'état de droit actuel pour permettre d'appréhender et d'arrêter ces associations criminelles? Parce que ce ne sont pas de la petite délinquance, là, ce sont des personnes qui ont tiré à la Kalachnikov contre des forces de l'ordre. Donc on ne parle pas de petite délinquance ou des types qui veulent une sucette à un gamin. Ce n'est pas du tout cette affaire-là. Ensuite, après, vous devez détruire ces territoires perdus de la République. Parce qu'en fait, ce que montre Christophe Guilluy dans le temps des gens ordinaires, c'est que même si on arrête ces personnes-là, avec les venues de flux de vagues migratoires, eh ben, les anciens criminels vieillissent et sont arrêtés en prison. Et souvent, ils reviennent à une vie normale parce qu'ils ont des enfants et veulent construire une vie de famille. Mais ils sont remplacés par l'arrivée d'une nouvelle génération de migrants qui les remplacent en fait comme petits passeurs, comme points de passe, etc. et qui accomplissent les petites tâches. Donc tant que vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans une bonne situation. Et une fois que vous détruisez tous ces quartiers, ben, enfin, vous pouvez reconstruire. Politique de la ville, éducation, pour sortir les jeunes de ces quartiers, afin qu'ils aient le choix entre le système méritocratique républicain, plutôt que la loi des gangs, la loi des islamiques et la loi des grands frères. Une forme de mimétisme un petit peu dangereux des grandes villes vers les petites villes. Sur le refus d'obtempérer, comme on le disait tout à l'heure, ça devient d'une très très grande banalité. On n'a plus peur du gendarme, donc allons-y, même si on grille un feu. Mais avant, on pouvait se dire que c'était, entre guillemets, pas très grave, parce que c'était concentré dans des zones spécifiques. Je dénonçais le point de la Seine-Saint-Denis, Villeurbanne, Roubaix, et on connaissait toutes les villes à éviter, tous les départements à éviter. Maintenant, c'est en train de toucher toute la France entière, les grandes métropoles, les villes moyennes, et même, dans certains endroits, les territoires ruraux. Ce qui se joue, au-delà de la question des moyens qui a été dénoncée par la syndicat de police, c'est un choc culturel qu'il faut. C'est un vrai choc culturel parce qu'en fait, vous pouvez ajouter autant de moyens possibles policiers. Parce que les policiers vont dire la même chose. Ils vont attraper les délinquants. Ensuite, ils vont être relâchés par la justice. Donc, ce qui se joue, c'est le choc culturel. Pourquoi est-ce que les personnes refusent d'obtempérer? Moi, je pense qu'ils refusent d'obtempérer parce que ça leur rapporte plus que si par cas ils s'arrêtaient pour éventuellement accepter l'arrestation des policiers. Ils se disent de toute façon, quand vous refusez d'obtempérer, c'est que vous êtes en faute quelque part. Vous ne refusez pas d'obtempérer quand vous êtes en situation parfaitement régulière. Donc soit ils vous mentent un permis de conduire, soit vous conduisez sous conduite de stupéfiants, prise de stupéfiants, etc. Et donc du coup, vous vous dites, vous avez 2 solutions. Soit vous vous arrêtez et les policiers sont sûrs de vous attraper, soit vous allez tout droit et de toute façon, les policiers ne peuvent pas vraiment tirer, même s'ils ont le droit de le Exactement. faire. Ils refusent de le faire parce que sinon il y aura des risques pour leur carrière, pour leur famille, etc. Et ensuite, après, ils continuent dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Alors que moi, ce que je propose, c'est plutôt un choc culturel pour ceux qui refusent d'obtempérer, ça leur coûte plus cher de continuer de refuser d'obtempérer plutôt que de s'arrêter. Donc les policiers doivent avoir le droit de tirer. Parce que ce qui se passe, vous appelez ça un refus d'obtempérer. Mais la véritable qualification, quand des policiers sont touchés, c'est une tentative d'homicide. Quand vous roulez sur un fond sur un policier, ça s'appelle une tentative d'homicide, ça s'appelle pas un refus d'obtempérer. Et ensuite, quand vous faites un choc culturel, et ben les personnes se diront, mais si je refuse d'obtempérer et si j'attente à la vie d'un policier, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque 20 à 30 ans de prison. Et là, une fois que vous qualifiez les faits et que les personnes, pour un refus d'obtempérer, ils risquent 20 à 30 ans de prison, peut-être qu'ils se diront, vaut mieux peut-être s'arrêter. Mais il est clair que le pouvoir d'achat et l'économie restent au centre du quotidien des Français. Selon vous, William T, qu'est-ce qui fait le plus peur pour demain? J'ai envie de dire même pour aujourd'hui, avec l'automne, l'hiver qui arrive et tous les sacrifices auxquels les Français vont devoir consentir, notamment en matière d'énergie, coupure d'électricité probable. Qu'est-ce qui fait peur aux Français, selon vous? C'est le déclassement du pays. C'est ce que Marcel Gauchet appelle le malheur français. Et petit à petit, on y arrive, dans la mesure où ça touche de plus en plus de strates de la population. Moi, je trouve que ce sondage est intéressant parce qu'il distingue deux situations. Est-ce que vous êtes pas confiant sur l'environnement global et collectif, donc celui du cadre de la nation et de la nation française, ou est-ce que vous êtes pessimiste par rapport à votre situation personnelle? Il distingue les deux. Il y en a très peu, enfin il y en a moins qui ne sont pas confiants sur leur situation personnelle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, ça s'appelle les grands déclassés. Et ensuite, après, vous avez beaucoup plus de personnes qui sont inquiets sur l'évolution du pays. Et je pense que c'est ça qui se joue. Parce qu'en fait, petit à petit, et depuis l'apparition de la crise sanitaire, et même si on remonte plus loin à l'apparition de la crise financière de 2008, on voit petit à petit que la France descend dans les starting blocks et la France est en moins en capacité de pouvoir améliorer la situation globale. Je vais illustrer par un chiffre. Selon l'OCDE, pour qu'une famille pauvre sorte de la pauvreté, il faut 6 générations, ça veut dire 120 ans. C'est-à-dire que si vous touchez moins de 1 000 euros,
pour atteindre les 1500, 1800 euros, il vous faut 120 ans pour atteindre ça. C'est-à-dire qu'il faut 6 générations pour permettre ce grand renversement de paradigme. Et petit à petit, la France décroche. Et ensuite, une grande partie de la population estime que comme la France décroche, eh ben, les Français vont décrocher également. Et ça se joue sur tous les niveaux. Ça se joue sur le secteur économique, ça se joue sur le secteur énergétique, ça se joue sur notre place au sein de l'Union européenne, ça se joue sur notre place dans le monde. Et ensuite, dans toutes les grandes mutations globales qu'on est en train de vivre, l'apparition de la guerre en Ukraine, le conflit probable entre la Chine et les États-Unis, quelle est la place de la France? Et petit à petit, les gens se disent, mais est-ce que la France, est-ce que l'Europe, est-ce que l'Occident ne veut pas couler petit à petit, ne va pas disparaître? Il y a une grande parenthèse de la fin de l'histoire, c'est qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'Occident, la période de domination de l'Occident date à partir des guerres de l'opium dans les débuts des années du 19e siècle et de 1800. Et c'est une grande parenthèse qui se referme, et c'est la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, parce que vraisemblablement, la Chine va devenir numéro 1 mondial, la Chine va dominer l'économie mondiale avec l'Indo-Pacifique qui va représenter 50 à 60% de l'économie mondiale, avec 4 milliards de personnes dans la classe moyenne. Et qu'est-ce qui reste de la France? Qu'est-ce qui reste de l'Europe? Et qu'est-ce qui reste de l'Occident dans ce grand cadre global? Et les gens ont raison d'être inquiets dans la mesure où il n'y a aucun politique qui propose un cap d'avenir, un secteur d'expérience, et on n'a pas de De Gaulle. Ils sont inquiets pour l'avenir de la société, William T., mais pas pour leur avenir personnel. C'est quand même paradoxal parce que les deux sont intimement liés. Mais les deux sont liés parce qu'en fait, les gens se disent, dans un cadre mondial et individuel, de toute façon, même si la France va mal, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est ce qui se passe de plus en plus. C'est qu'en fait, on peut exporter et partir ailleurs à l'étranger pour poursuivre ses études ou pour poursuivre sa carrière professionnelle. Donc les gens se disent, les gens qui sont au haut du panier, dans le cadre de la mondialisation, bah, vous faites des études supérieures, vous faites... Je vais aller très vite, vous faites une grande école, HEC, ESCP, ESSEC ou Polytechnique, vous êtes en capacité de partir ailleurs et de pouvoir exporter vos talents autre part, en Amérique ou en Asie et à Singapour. Et c'est pour ça que la France exporte des bacs plus 7 et importe des bacs moins 5, ce qui pose un autre souci sur la politique migratoire. Mais ceux qui sont dans la classe moyenne et ceux qui sont dans les classes populaires, quelle capacité ils ont si par quel pays ne se relèvent pas? Et c'est ce que Marcel Gauchet appelle le grand malheur français, c'est-à-dire qu'en fait, on arrive en situation de déclassement, on n'a pas de solution parce qu'il faudrait un grand choc, mais la société est tellement sclérosée et tellement bloquée sur le plan administratif, sur le plan hiérarchique, qu'on n'est pas en capacité de faire un grand choc. Parce que pour permettre de déverrouiller tout ça, il faudrait que quelqu'un arrive et dise en gros une sorte de Bonaparte, une sorte de De Gaulle, il dit moi je rase tout et de toute façon tout est mauvais, donc on repart tout de zéro et on permet de lancer une nouvelle dynastie et une nouvelle épopée gaullienne. Mais qui est en capacité de faire ça vu l'état de la classe politique? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Et donc les Français se disent si on n'est pas en capacité de sauver le pays, ben on va se sauver petit à petit nous-mêmes. Que ce sujet? Il y a 2 points. Sur les élites, quand vous prenez les classements et donc les souhaits des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce, vous avez de plus en plus de personnes qui partent à l'étranger. Mais ils ne partent pas à l'étranger parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Il y a une première part, c'est qu'en fait, la fiscalité française est plutôt confiscatoire à la différence des pays étrangers. Les opportunités de carrière et économiques sont beaucoup plus importantes à l'étranger qu'en France. Et les gens se disent, mais si la France pouvait m'offrir les mêmes aspérités, je resterais en France à situation égale. Mais quand les conditions, je vais prendre un exemple, parfois en finance, vous pouvez passer de 4 000 à 8 000, voire 10 000 euros par mois en 1 ou 2 années d'expérience. Et quand vous avez un tel niveau d'écart de rémunération, puis en plus vous avez les contraintes, vous avez la haine anti-riche en France, les stigmatisations, etc., vous vous dites, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester en France avec des discours tenus par Mélenchon et compagnie, ou est-ce que vous préférez partir à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis? C'est le premier point. Le deuxième point sur la question des retraités, c'est que vous avez une différence, c'est que les retraités ont connu une période que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ils ont connu la grande époque du général de Gaulle, de Pompidou, voire même de Valéry Giscard d'Estaing. Et quand ils prennent la comparaison des situations de leur pays, de la France, par rapport à la situation gérée actuellement, l'effondrement de la classe politique, l'effondrement des élites intellectuelles, l'effondrement même de tout le système qui faisait la France. Parce qu'en fait, en France, ce qui se joue, c'est qu'à la différence des autres pays, quand vous prenez le Royaume-Uni ou les États-Unis, vous avez une forte capacité c'est un discours un peu à la Kennedy, de ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'État. En France, c'est différent, c'est le pouvoir d'en haut qui amène ou qui fait évoluer une situation par le haut. C'est ce qu'a fait le cardinal de Richelieu, c'est ce qu'a fait Louis XIV, Napoléon Bonaparte ou le général de Gaulle. Et là, maintenant, vous avez une sorte d'impasse. C'est-à-dire qu'en fait, pour tirer un nouvel horizon, il faudrait une classe politique ou une élite qui soit plutôt conséquente et plutôt bien formée, tirée par l'intérêt général. Mais on vit l'étrange défaite. C'est-à-dire que sur tous les segments, les élites ont abandonné toute aspérité de la France à redevenir un pays puissant, à redevenir conquérant et devenir une puissance qui compte. Ils ont abandonné notre civilisation. Ils abandonnent notre langue dans les institutions européennes, dans les institutions internationales. Ils abandonnent notre culture. Il y a un président de la République qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Les élites, petit à petit, trahissent et vendent ce qui faisait la fierté de la France. On a abandonné le nucléaire, on a abandonné tous nos atouts stratégiques. Et aujourd'hui, vous demandez aux pauvres Français qui, lui, n'a même pas les moyens, qui doit penser à la fin du mois avant de penser à la fin de l'année, voire à la fin du monde, et est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ces gens-là sont désespérés, c'est normal qu'ils soient anxiogènes. En résonance, en toute France, par rapport aux autres pays européens, on est un peu mieux lotis. Alors, pas forcément, on ne va pas
catégoriser ou faire un classement des entreprises qui ferment en Angleterre, en Allemagne, en France. Bon, l'Angleterre est sortie avec le Brexit, bien sûr, mais on a le sentiment quand même que les Français sont un peu mieux protégés, malgré la crise. Il y a eu plusieurs étapes. Au début de la crise sanitaire, on était les moins bien lotis, on était parmi les pays les plus mauvais avec l'Espagne et l'Italie. Ensuite, petit à petit, lorsqu'on est arrivé à la guerre en Ukraine et qu'on a eu une mutation de la crise sanitaire, la France en est mieux sortie que les autres pays pour une raison qui est simple. Si vous prenez toutes les différentes crises économiques, crise de 2008, crise des dettes souveraines, crise sanitaire, etc., c'est qu'en fait, la France a le système en termes de structure qui s'en sort mieux à l'époque de crise. Je rappelle une de The Economist en 2008-2009 qui avait dit la France, le pays qui s'en sort le mieux. À l'époque, c'était Nicolas Sarkozy qui avait très bien géré la crise bancaire. Ce qui se joue en France, en fait, c'est que dans les périodes de crise, on s'en sort mieux que nos voisins. Et lorsqu'il faut redémarrer une politique de croissance, c'est là où on coule et on est à la ramasse par rapport aux Allemands, aux Anglais et aux États-Unis notamment, parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre toute la machine économique derrière pour relancer une politique de l'offre. L'enseigne Canaille ferme, mais il y a eu une augmentation de plus de 30% de fermeture ces derniers mois d'entreprises. En fait, ce qui se joue, c'est qu'on est sur une période qui est transitoire. On est encore à mi-chemin après la crise sanitaire avec l'apparition de la guerre en Ukraine et on n'arrive pas à faire redémarrer les entreprises. Ce qui se joue notamment avec l'inflation, c'est pas contrairement à ce que dit la politique monétaire ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, les entreprises ne produisent pas assez sur le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas assez de produits et comme la demande est repartie, il y a un décalage entre les personnes qui veulent acheter des produits et par rapport à l'offre qui est produite. Et l'enjeu du gouvernement, plutôt que la politique des chèques, etc., c'est de faire en sorte que les entreprises puissent redémarrer leur système de production, puissent soutenir la production pour faire en sorte de mettre le plus de produits en circulation. Et si vous mettez plus de produits en circulation et qui collent à demande, vous allez faire baisser petit à petit l'inflation pour permettre aux Français de retrouver un niveau de pouvoir d'achat qui soit conséquent. Mais William, est-ce que Camaïeu fait partie de ces entreprises qui n'ont pas survécu à la crise Covid malgré les aides de l'État? On se souvient, pendant le confinement, pendant le Covid, on disait l'État est là pour assurer les collaborateurs, les salariés et les entreprises. Jonathan Sixou l'a bien rappelé, Camaïeu fait partie des entreprises qui auraient dû couler pendant la crise sanitaire et que le gouvernement a maintenu en état de vie alors qu'elles auraient dû fermer. C'est ce qu'on appelle les entreprises de zombies. Il y a plus de 250 000 entreprises qui auraient dû fermer et qui n'ont pas fermé. Et certains sont encore ouvertes aujourd'hui. Mais ils ont du mal à rembourser les PGE. On y répond sans cesse à cette question, William T, sur l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. C'est ce que souhaite le président Zelensky, sauf qu'il faut peut-être encore le dire et le redire sur ce plateau, ça semble totalement improbable. Déjà, ça voudrait dire qu'il y aurait un conflit mondial, tout le monde serait concerné, en tout cas toutes les grandes puissances, mais même d'un point de vue réglementaire, ça ne peut pas se faire. Il y a deux points. Il y a un point qui est géopolitique, c'est-à-dire que si aujourd'hui l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique Nord s'applique, et ça veut dire que la France, la Turquie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis doivent rentrer en guerre contre la Russie pour défendre l'Ukraine tactiquement. Sur le deuxième point, c'est beaucoup plus législatif et beaucoup plus une question de règles, c'est qu'on ne peut pas, je crois, de souvenir, faire rentrer, je vais parler sous le contrôle d'Arol, faire rentrer un pays dans l'OTAN si le territoire est occupé, je crois, est en situation de guerre et actuellement, une partie du territoire ukrainien est occupée. Non, je pense que ce qui joue, la difficulté, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, le rapport de force, et à chaque fois on pose la même question, c'est pourquoi est-ce que la diplomatie n'arrive pas à régler une situation? Mais la diplomatie n'est là que pour traduire le rapport de force sur le terrain en termes d'échanges entre les pays. Et actuellement, le rapport de force est le suivant. C'est-à-dire qu'au début, on pensait que la Russie allait écraser l'Ukraine, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et actuellement, l'Ukraine est en train de mener une contre-offensive et reprendre une partie des territoires qu'elle a perdus vis-à-vis des Russes. Et qu'est-ce que dit Vladimir Poutine? C'est que l'Ukraine a réussi une contre-attaque grâce à l'aide occidentale. Et pour stopper cette aide occidentale, il faut les faire peur, donc faire peur sur une menace nucléaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas exclure la menace nucléaire. Des chansons, des danses, ça c'est son truc. Mais là, on parle de politique. Est-ce que ce serait possible en France qu'une star, lors d'une élection présidentielle, Kylian Mbappé par exemple, parmi les plus connus, dise moi je vais voter pour un tel ou pour une telle, faites-le et je vais même me dandiner sur les réseaux sociaux. En traduction, ça veut dire que c'est comme si Kylian Mbappé, au second tour de l'élection présidentielle, avait appelé à voter Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Ce qu'on n'imagine pas. D'une part, il y a une raison qui est culturelle, c'est que le milieu du showbiz en France est plutôt centre, voire surtout de gauche la plupart du temps. Et donc, du coup, mais le milieu du showbiz prend parti, William. Il prend parti, mais il prend parti. Présidentielles. Les artistes, en tout cas, certains artistes, ils prennent parti, mais souvent pour deux raisons, soit en raison d'un candidat de gauche, soit surtout pour manifester leur opposition au Rassemblement national et à l'extrême droite. Et je pense qu'il y a une grande différence. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que Neymar fait ça vis-à-vis de Bolsonaro, qui est en gros une sorte de Trump brésilien, en gros pour résumer simplement. Je pense qu'il y a deux raisons qui sont principales. Il y a une part, c'est qu'en fait on ne comprend pas et on essaie d'exporter le clivage français au Brésil. Et au Brésil, ce qui se joue, c'est que vous avez un candidat qui est très à gauche, Lula, et un candidat très à droite qui est Bolsonaro. Et il y a deux clivages. Il y a un clivage qui est religieux, c'est-à-dire que les stars brésiliennes sont très croyants, on les voit souvent
parler de Jésus, etc. Quand il y a une victoire, ce sont de fortes communautés. Qu'ils ont gagné le match et qu'ils ont alors une grande carrière. Et surtout, il y a un clivage qui est économique. C'est que Lula, quand on regarde les sondages, il est très populaire auprès des personnes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Je crois qu'il fait 56-60% des voix auprès des milieux les plus défavorisés. Et par contre, auprès des milieux très favorisés, il fait peur à une grande partie de l'establishment brésilien. Et comme les footballeurs brésiliens gagnent beaucoup d'argent, il y a un clivage qui est religieux et un clivage qui est économique. Et ils se disent, Bolsonaro a peut-être des défauts, mais c'est peut-être moins pire que Lula. Dans un pays